Voilà une histoire aux multiples conséquences. Je commence par la fin. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York. Cet homme, qui s'était hissé au sommet de la finance et avait tissé des liens avec les plus puissants de ce monde, emporte avec lui une partie de ses secrets. Mais derrière le financier milliardaire se cachait un prédateur sexuel qui, pendant des décennies, a organisé un réseau pédocriminel d'une ampleur exceptionnelle. Comment un simple professeur de mathématiques de Brooklyn a-t-il pu construire un empire financier aussi mystérieux qu'opaque? Comment a-t-il réussi à fréquenter présidents, princes et milliardaires tout en abusant de dizaines de jeunes filles en toute impunité? Et surtout, comment la justice américaine a-t-elle pu le laisser échapper une première fois? 1953, Brooklyn. Jeffrey Epstein naît dans une famille juive modeste. En l'espace de quelques années, ce jeune homme qui n'a même pas terminé ses études universitaires va intégrer l'une des banques les plus prestigieuses de New York, Bear Stearns. Comment s'opère cette ascension fulgurante? Quel talent, quelle rencontre, mais aussi quelle manipulation lui permettent de gravir les échelons? Dans ce premier épisode, nous retraçons les débuts d'un personnage hors norme dont la trajectoire révèle déjà les traits d'une personnalité troublante. Et pour nous éclairer sur ce personnage, deux invités. Marie-Cécile Nave, bonjour, vous êtes politiste, directrice de recherche et directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'Institut de recherche internationale et stratégique. Nicolas Barré, bonjour, vous êtes journaliste, ancien correspondant des Échos à New York et ancien directeur de la rédaction des Échos et de Politico. Pouvez-vous nous présenter les débuts de Jeffrey Epstein? Oui, c'est une histoire assez fascinante parce qu'effectivement, c'est un professeur de mathématiques qui n'avait pas vraiment de diplôme puisqu'il n'a pas passé son billet, sa licence. Et puis un jour, il est repéré par un parent d'élève qui lui dit: «Mais qu'est-ce que vous faites à enseigner les maths là? Vous feriez mieux d'aller à Wall Street, vous gagneriez beaucoup plus d'argent.» Et c'est comme ça qu'il est amené à rencontrer un des associés de cette banque, de Bear Stearns, alors qui est une banque qui a un peu une réputation, pas tout à fait de voyou, mais c'est une banque qui aime bien recruter justement des profils atypiques. Ils vont pas embaucher des gens de l'Ivy League, des super diplômés. Ils vont plutôt embaucher ce type de profil parce que ça donne des traders un peu voyous qui savent vraiment manipuler les marchés, etc. Et donc, il fait merveille au début, en tout cas. Il est vite repéré, il monte les échelons. Et puis, au bout d'un moment, quand même, certains de ses collègues s'interrogent sur ses méthodes. Il est accusé d'avoir des notes de frais faramineuses, de faire des délits d'initié. En tout cas, il est soupçonné de tout ça. Mais en même temps, comme il a ce background, cette culture mathématique et physique, il est très très bon dans des produits financiers sophistiqués. C'est le début des options de ces produits financiers un peu compliqués. Et alors là, il excelle. Il est très très bon. Il fait gagner beaucoup d'argent à la banque, à ses clients, et il a déjà énormément d'entre-gens. Marie-Cécile Nave, c'est aussi quelqu'un qui ment de manière quasi maladive. Oui, dès le début de sa carrière professionnelle, c'est un escroc en fait. Il ment sur ses diplômes. Ensuite, il va mentir dans toute sa carrière à Wall Street, sur, par rapport à ses clients et aussi par rapport à ses employeurs, hein, qui chacun à leur tour vont le remercier, ou bien la structure des banques dans lesquelles il est employé va le remercier. Et finalement, c'est quelqu'un qui a l'art de cultiver les apparences, et sans doute beaucoup de bagou. Dès le départ, il cultive aussi une vie mondaine où il divertit les puissants, les gens avec qui il travaille. Donc c'est pas seulement un gestionnaire de fortune avec des produits risqués, hein, comme c'était un peu la mode dès les années 80, mais c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'entertainment et qui entretient une vie mondaine dans laquelle beaucoup se reconnaissent et peut-être lui ont pardonné beaucoup de choses à cause de ça. On écoute Michael Tannenbaum, qui n'est autre que celui qui l'a embauché dans cette banque Bear Stearns. En 1976, Ace Greenberg dirigeait la société Bear Stearns. Un jour, alors que j'étais à mon bureau, il m'a appelé pour me dire qu'un des professeurs de Dalton, un certain Jeff Epstein, avait envie de tenter sa chance à Wall Street. Ace m'a demandé de lui faire passer un entretien.
Epstein avait une réputation de bon enseignant et aussi d'homme à femme, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Après l'avoir questionné à plusieurs reprises, j'ai engagé Jeffrey pour qu'il développe notre système d'analyse qualitative avant de le mettre sur le marché. Il était étonnamment doué. Epstein était très vif d'esprit. Si un problème qu'il n'avait pas prévu se présentait, il trouvait rapidement une solution efficace. C'est la marque d'un grand commercial. Son travail et son sérieux m'ont vraiment impressionné. Je me rends compte que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans ma carrière. Ça devait faire 2 mois qu'Epstein travaillait pour moi. Le chef du personnel m'a appelé et m'a dit « Vous êtes assis ?» Jeffrey Epstein a menti sur son CV à propos de ses études. Les facs qu'il a listées n'ont jamais entendu parler de lui. J'étais abasourdi. J'avais engagé un menteur. Un menteur, Nicolas Barré. Avec un culot formidable, parce qu'effectivement, quand il est mis devant ce mensonge, tout de suite, il rétorque, bah oui, mais si j'avais pas fait ça, vous ne m'auriez jamais embauché. Et donc, comme ça, il retourne son patron, qui finalement lui pardonne en quelque sorte. Et c'est un peu la manière dont il fonctionnera tout le temps. C'est-à-dire qu'il est capable, face à des situations où il est mis en difficulté, de retourner les choses en sa faveur par son bagou, par sa séduction et son pouvoir de persuasion. Et puis les gens se disent, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire de travailler avec lui, il va nous faire gagner beaucoup d'argent. Marie-Cécile Nave. Oui, je pense que c'était aussi un peu l'ambiance des années 80, la toute-puissance de Wall Street. Il y a un certain nombre d'autres personnages qu'on a vus dans certains films à grand succès décrivant cette période-là. Donc c'est quelqu'un qui sait se mettre dans le mood des époques qu'il traverse aussi. Je pense que c'est assez peut-être intéressant de le dire comme ça, et qui sait s'adapter à la clientèle et aux collègues à qui il a affaire, parce que c'est aussi une époque qui est beaucoup dans le bluff et dans le sentiment de toute puissance, de l'argent roi et des premiers grands investissements, et les investissements risqués, les fonds spéculatifs, etc. Comme dans un conte de fées, alors après le conte de fées va se transformer en une histoire de monstre, Nicolas Barré, mais au début ça se présente comme un conte de fées, il devient riche, il séduit la fille du patron et il va arriver jusqu'à l'avant-dernier échelon de la banque, associé non actionnaire. Et ensuite, il va donc quitter la banque finalement pour créer sa propre structure, parce qu'il se dit finalement, je gagnerai plus d'argent avec ma propre En 1981. banque, voilà. Et grâce surtout aux relations qu'il a pu nouer chez Bear Stearns, il va comme ça capter des clients, y compris des clients de son ex-banque, qui va continuer à contacter, certains, parfois en faisant croire qu'il continue à travailler pour la banque d'ailleurs. Donc on est toujours un peu dans le mensonge. Et grâce à ces relations, il va réussir à avoir une clientèle, à développer une clientèle qui lui permet de gagner ses premiers millions de dollars. On est encore loin de la grande fortune qu'il aura plus tard, mais il arrive à trouver des gens, à séduire des clients, y compris donc des clients de la banque. Ce qui veut dire qu'il a ce réseau, il le développe. Une enquête tendrait à prouver que finalement, il ne s'est pas contenté de créer sa société, il a été un peu poussé dehors. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait des soupçons à son égard, des soupçons notamment de délit d'initié, de fraude. Donc, il avait une réputation un peu sulfureuse, disons, et ça commençait à agacer certains à l'intérieur de la banque. Et il est parti au bon moment. Et ensuite, il a rencontré l'homme qui lui a vraiment fait changer de dimension sur le plan financier, qui est un milliardaire, qui s'appelle Leslie Wexner, qui est le fondateur de ce grand groupe qui possède Victoria's Secret, qui possède Abercrombie & Fitch, etc. C'est un homme qui aujourd'hui est toujours vivant, d'ailleurs, il a 88 ans, il a une fortune de 9 milliards de dollars. Et Epstein va réussir à le séduire. Il y a une histoire assez frappante, d'ailleurs, à cet égard, c'est que Wexner
veut se renseigner sur ce Epstein qu'on lui recommande et donc il envoie son conseiller financier le rencontrer. Et le conseiller financier rencontre Epstein et puis il ressort de là 1 heure après, il appelle son patron en disant: «Attendez, non jamais, il ne faut pas travailler avec ce gars-là, c'est un escroc, je ne le sens pas du tout». Wexner ne croit pas à son conseiller financier et prend quand même Epstein. Et Epstein arrive à le persuader qu'en fait, les gens qui sont autour de lui le trompent, qu'on lui vole de l'argent et que grâce à lui, Epstein, il va remettre les choses en ordre et comme ça, la fortune de Wexner va encore plus prospérer. Il avait raison. Non, et Wexner, bien des années après, l'avouera, mais ça fonctionne, ça C'est-à-dire marche. que là aussi, Epstein a volé de l'argent à Wexner. Mais oui, et puis il le piège. Il le piège en le séduisant et en lui faisant croire qu'il est entouré de gens qui lui veulent du mal. Et l'autre finit par le croire vraiment. Et vraiment, il est devenu très très proche de lui, très proche d'ailleurs au point qu'il lui donne pratiquement Procuration tous sur les ses pouvoirs. comptes, ouais. Et ça inquiète énormément d'ailleurs l'entourage de Wexner qui, à un moment, se dit non mais il faut qu'on enquête sur ce monsieur parce que d'où sort-il? Ils embauchent même le cabinet Kroll pour regarder tout ça. Enfin, voilà. En quelques années, il obtient procuration sur quasi toutes les responsabilités de Wexner, qui en 2019, au moment où Epstein est vraiment très sérieusement inquiété, dira qu'il a été volé par ce collaborateur. Et donc, dès les premières années de sa carrière professionnelle, on commence à distinguer la personnalité de Jeffrey Epstein, manipulateur, menteur, mais charismatique et sachant s'entourer. Comment va-t-il faire fructifier sa fortune, construire un empire immobilier, s'entourer des hommes les plus influents du monde? C'est ce que l'on va voir dans le prochain épisode. Les visages de l'actu, épisode 2, années 90-2000, le diable qui chuchotait à l'oreille des puissants. Après avoir fait ses armes au sein de la banque d'investissement Bear Stearns, Jeffrey Epstein décide de lancer sa propre société dans les années 1980. Commence alors une période trouble où il accumule une fortune considérable dont l'origine reste largement mystérieuse. Gestionnaire de fortune pour milliardaires, conseiller financier aux méthodes opaques, Epstein devient l'homme qui murmure à l'oreille des puissants. Comment construit-il sa fortune et comment noue-t-il des relations avec les élites politiques et économiques du monde entier? C'est ce que l'on va voir dans ce deuxième épisode. Nicolas Barré, le voici donc à la tête de sa propre société. Et là, comment gagne-t-il sa vie? Il réussit à séduire des milliardaires, comme on l'a vu avec Les Exner. Alors il dit à tout le monde que quand il a créé sa société, il ne veut travailler qu'avec des gens qui ont plus d'1 milliard de dollars de fortune. Bon, alors à Wall Street, on se pose des questions quand même, parce que qui est cet individu qu'on ne connaît pas trop et qui prétend travailler avec des gens qui pèsent plus d'1 milliard de dollars, et on cherche et on trouve personne. Et la seule personne qu'on trouve, c'est donc Leslie Wexner, qui est le fondateur de Victoria's Secret, entre autres, qui pèse à peu près 9 milliards de dollars. Et alors, effectivement, il travaille avec lui, il gagne beaucoup d'argent en le conseillant. Il le conseille même quand ce monsieur veut se remarier. Il met en place la manière de conserver la fortune pour le mari et ne pas la diviser au profit de son épouse. Voilà, il donne des conseils de ce type. Mais ensuite, il fait croire à Wall Street qu'il travaille aussi pour les Rockefeller. Ça n'a jamais été établi du tout. Mais en tout cas, c'est la réputation qu'il se donne. Et puis ensuite, il arrive à faire rentrer parmi ses clients un autre personnage extrêmement important qui va asseoir encore plus sa fortune, c'est Léon Black. Alors Léon Black, c'est un financier qui est fondateur du fonds Apollo, qui est un très grand fonds qui existe toujours, qui est tout à fait respectable. Ce financier pèse à peu près 14 milliards de dollars et il va gérer une partie de sa fortune. Et Léon Black va le rémunérer de façon très très importante au fil des années, puisque on estime que Epstein aura gagné à peu près 175 millions de dollars en travaillant pour Léon Black. Il prétendait aussi avoir une spécialité dans le fait d'être un chasseur de primes, c'est-à-dire de
proposer aux clients de récupérer de l'argent que des avocats ou des sociétés d'assurance leur auraient pris de manière totalement indue ou en les arnaquant. Et en fait, c'est lui qui finissait par arnaquer ses clients, mais il se tissait, que ça a été très bien dit par Nicolas, il se tissait une réputation largement fondée sur du bluff, en fait, sur la prétention à, une réputation qu'il s'est construite pièce à pièce, et qui aussi prenait corps dans le fait qu'il n'était pas simplement dans le monde de la finance, c'est-à-dire le côté homme mondain, le côté aller aux soirées des hommes politiques, de la jet set, etc. Ça participait de la construction de son personnage et de la réputation de celui qui connaît tout le monde et qui connaît les gens les plus puissants, les plus célèbres. C'était au moins aussi important que son travail dans la finance stricto sensu. Est-ce que c'est quelque chose de courant d'ailleurs, Nicolas Barré, de se prévaloir d'un certain nombre de puissants parmi ses amis ou parmi ses relations? Est-ce que ça aide dans la finance? Bon, bien sûr. Ça a un nom, on appelle ça le name dropping. On prétend qu'on connaît un tel, etc. Et évidemment, la réalité est souvent loin de du discours. Il y a une anecdote pour rebondir, qui résume bien le personnage. Il s'était entiché de la fille d'une grande famille très riche espagnole, la famille Obregón. Et un jour, cette famille, qui avait beaucoup d'argent placé aux États-Unis, est confrontée à la faillite de son agent de change, de son agent de change américain. Et là, Epstein se fait fort, effectivement, de récupérer l'argent perdu par cet agent de change, perdu de façon frauduleuse, et il va réussir. Il va réussir à remonter jusqu'au Canada. Il va retrouver une banque canadienne qui avait planqué les fonds qui avaient disparu, et il va sauver la fortune de cette famille qui, évidemment, pour ça, va grassement le rémunérer. On écoute justement Epstein évoquer la manière dont il envisage son métier. I saw it was physics, which was in fact based on a fixed number of rules, and you did experiments in physics that couldn't violate those rules, and if your experiment worked, you hit the target. Finance seemed to be a different metaphor for the same processes, but when you hit your target, you were able to fly first class to Paris. People would always call me and say, could you come look at my problems? Could you come see my situation? Tell me what you think. And I started J. Epstein & Company, I think in 1982 or 3 or something. And I said I would only take you if you had $1 billion or more. Dans ce son de mauvaise qualité, il faut le dire, on entend cet homme se prévaloir d'une culture et d'un savoir-faire scientifique, Marie-Cécile Nave. Oui, avec beaucoup de périphrases et de formules un peu alambiquées, mais ce qu'on retient, c'est le ton très assuré, qui vise à montrer une certaine expertise, alors qu'en fait, si on creusait un peu les choses, on verrait que tout ceci est très largement fabriqué. Ce qui est assez fascinant aussi chez lui, ça commence à cette période et ça va continuer après, parce qu'il s'associe avec des gens, ou il se met en affaire avec des gens qui eux-mêmes sont des escrocs, qui sont condamnés par exemple pour avoir mis en place des pyramides de Ponzi, quelqu'un comme Steven Hoffenberg par exemple, et lui il arrive à passer entre les gouttes. C'est vraiment une anguille aussi par rapport aux poursuites, pas nécessairement judiciaires, mais des hautes autorités du monde de la finance. Nicolas Barré. Il avait malgré tout une vraie culture, ou en tout cas un vernis de culture scientifique, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il est capable de séduire des grands professeurs de médecine. Il est ami avec un prix Nobel de physique. Il est ami avec Martin Nowak, qui est professeur de biologie moléculaire à Harvard, à qui il finance une partie de son laboratoire. Il les invite à des discussions chez lui. Enfin, voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse à cette matière-là, et qui est capable, avec tout le bagou qu'on lui connaît, de tisser des relations, y compris dans des milieux scientifiques comme ça, très pointus. Bon, en termes de dépenses, il n'est pas mauvais non plus. Il rachète un Boeing pour ses déplacements privés. J'imagine que le reste est à l'avenant.
Et quel Boeing, hein, aménagé avec une chambre à coucher, avec même un écran Bloomberg pour pouvoir continuer à acheter et vendre des actions pendant qu'il est en vol, parce qu'on ne sait jamais, hein, si le marché monte, baisse, voilà, il y a des opportunités à prendre. Et donc, évidemment... Est-ce que ça, c'est un train de vie par rapport à ces personnes, hein, par rapport au Kidam, évidemment, c'est un train de vie un peu élevé, mais pour le reste, est-ce que ça jurait avec ce que faisaient les autres financiers de Wall Street? Oui, c'est pas habituel. Vous voyez pas de patron de grande banque de Wall Street avoir un Boeing 727 aménagé à ce point-là. Mais en même temps, c'est pour lui un formidable outil. C'est un outil de valorisation de son carnet d'adresses. Il utilise son Boeing pour transporter Clinton, des sénateurs, des grands scientifiques, des dignitaires étrangers, Et oui, etc. c'est plus pratique qu'une 4L. Marie-Cécile Nave, il en profite donc pour transporter des présidents, des futurs présidents, et c'est là où il commence à développer son réseau de manière significative avec, donc, on l'a vu, des financiers bien sûr, des hommes d'affaires, mais aussi des politiques, dont un homme qui n'est pas encore un homme politique, d'ailleurs Donald Trump. Oui, quand on écoute ce qu'on vient de dire là, on comprend pourquoi Trump s'est entiché de lui finalement, en tout cas pour les raisons pour lesquelles il se sent bien entendu. C'était un type génial, disait encore Trump en 2002. Il avait ce côté un peu l'homme qui s'est fait tout seul, qui n'a pas de compte à rendre à l'establishment, avec toutes les connotations négatives que ça peut avoir aussi dans l'esprit de Trump, qui dans les années 80 fait sa fortune immobilière, et fait sa fortune dans la télé-réalité, etc., qui a toujours été méprisé par l'élite new-yorkaise. Donc il y a des accointances entre les deux, et puis aussi parce que le côté un peu voyou, maverick, celui qui ne respecte pas les règles, ça ne pouvait que plaire à quelqu'un comme Donald Trump. Mais Epstein, il transcende, il traverse les frontières géographiques, on le verra sans doute, mais aussi les frontières politiques, c'est-à-dire que c'est aussi là où il se lie avec les Clinton, c'est un peu plus tard, mais c'est quand même, ça commence là. Et donc tous ceux qui sont tous ceux qui comptent politiquement ou qui sont en train de monter politiquement vont l'intéresser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment, à travers toute sa carrière, si on peut dire, qu'il se joue des puissants. Parce qu'il n'est pas lui-même, il est d'une origine très modeste, et il adore piéger les puissants, et il se joue d'eux. Par exemple, il raconte que quand il arrive avec Bill Clinton pour cette tournée, cette fameuse tournée qu'il fait en Afrique et qu'il rencontre des dignitaires africains, il dit il fallait voir leur tête quand j'arrivais avec Clinton. Il faisait la même tête que si j'avais débarqué dans un club de boxe à Manhattan avec Mike Tyson à côté de moi. Ils sont ébahis. Et donc, il les utilise, tous ces gens-là, un peu à leur corps défendant, évidemment. Mais dans le cas de Clinton, on saura plus tard que tout ça va au-delà de simplement la politique. On écoute d'ailleurs la voix d'Epstein. He is charming. He is able to convince people. So he tells everybody what they want to hear. So how do you know this? That was supposed to show. He has a sense of humor. He can be funny. He's right. His ability to sell. It's very much like Clinton. Both Bill and Donald have the ability to go over to a fat, ugly woman, say, "You are the most beautiful thing I've ever seen." So you probably know he had a scalp reduction. Because he had the same male pattern woman that we all have. He's not he's a horrible human being. He does nasty things to his best friends' wives. Anyone who first tries to gain your trust and then uses it to do bad things. That's how he goes. Et déjà, Epstein parle de Trump. Marie-Cécile Nave. Oui, il parle de Trump et comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup de points communs entre les deux hommes. Le rapport aux femmes aussi est sans doute un point commun important. Et une grande partie de la fortune d'Epstein, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. En fait, déjà, on n'est pas vraiment sûr du montant exact en dehors des biens immobiliers et encore.
Et on a déjà des raisons de se poser des questions sur le lien qu'il a ou qu'il peut avoir avec des réseaux de prostitution, d'escort girl, plus ou moins formels, plus ou moins, j'allais pas dire officiels parce que c'est pas officiel, mais sans doute que le rapprochement avec Trump se fait aussi sur ces sujets-là, dans les années 80. Ils sont voisins, ils se connaissent parce que l'île d'Epstein est à côté de Mar-a-Lago, donc ils se voient, ils se connaissent, ils sont dans les mêmes cercles, ils connaissent les mêmes dirigeants locaux, que ce soit l'attorney général du coin qui jouera un rôle capital plus tard, et ils fréquentent les mêmes milieux, les mêmes politiciens, ils s'invitent l'un chez l'autre, enfin surtout Epstein va à Mar-a-Lago chez Trump, donc il y a cette proximité qui est assez troublante et d'ailleurs qui interroge évidemment aujourd'hui parce que on a de nombreux dossiers qui sont sortis mais pas tout. Au cours des années 90, Jeffrey Epstein a donc construit un empire et s'est inséré dans les cercles de pouvoir du monde entier. C'est dans ce contexte qu'il commence à développer un véritable réseau pédocriminel faisant de nombreuses victimes. Comment a-t-il organisé ce réseau pédocriminel et comment a-t-il tenté d'échapper à la justice? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode prochain. Les visages de l'actu, épisode 3, 2005, un pédocriminel aux prises avec la justice. Alors que Jeffrey Epstein agit en toute impunité pendant des années, une plainte déposée en 2005 va tout changer. Le témoignage de l'une des victimes de ce réseau, Virginia Roberts, va attirer l'attention de la police de Floride. Une enquête fédérale identifie 36 victimes mineures. Comment expliquer que Jeffrey Epstein n'ait écopé que de quelques mois de prison malgré les témoignages accablants? C'est ce que nous allons voir dans ce 3e épisode. Avec effectivement Marie-Cécile Nave, un décalage important. La police de Floride a commencé à enquêter en 2004 à la suite du soupçon d'une mère de famille ne comprenant pas que sa fille soit payée $300 pour un massage. Oui, et au départ, les victimes et les familles de victimes ne sont pas prises au sérieux par le FBI, qui peut-être à certains égards aussi est en accointance avec Epstein, parce que Alexander Acosta, qui après a été ministre du Travail de Trump dans le premier mandat de Trump, qui est procureur de Floride dans ces années-là, bon, il y a un deal qui est passé avec lui au moment des accusations qui pèsent sur Epstein. Donc, il y a à la fois le fait qu'on est dans une période où on ne prend pas, enfin maintenant c'est toujours pas complètement le cas, mais à l'époque on ne prenait vraiment pas au sérieux les accusations d'agression sexuelle ou de viol en particulier venant d'adolescentes issues de milieux pauvres aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a Epstein, c'est une sorte de jet set, des hommes puissants, etc. Ils allaient recruter le couple Epstein, parce qu'il y a Maxwell aussi, Ghislaine Maxwell dans l'affaire. Ils allaient recruter dans Qui est Ghislaine Maxwell? La compagne d'Epstein, qui a été condamnée à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel de mineurs et pour qui elle-même est la fille de Robert Maxwell, le magnat britannique, voilà, homme d'affaires britannique. Et donc, ils allaient recruter dans les lycées pauvres de l'autre côté du pont de Palm Beach des adolescentes qui elles-mêmes étaient censées après être rabatteuses d'autres camarades de classe. Et donc, bon, c'était des personnes, quasiment des enfants issus de milieux pauvres. Donc ça aussi, une sorte de réseau de Ponzi, mais cette fois-ci pédocriminel. Exactement, le réseau Ponzi pédocriminel, mais qui n'était pas pris au sérieux par la justice. Nicolas Barré. Cette première affaire judiciaire qui se traduit par quelques mois de prison pour Jeffrey Epstein est un énorme dysfonctionnement de la justice américaine. C'est un gigantesque scandale, peut-être sans précédent jusqu'à présent. C'est-à-dire que à l'époque, le procureur Acosta décide effectivement, la veille du jour où Epstein devait être mis en examen, de faire un deal secret. Les victimes ne sont même pas au courant, qui lui permet d'échapper à toute poursuite fédérale pour un crime fédéral, c'est-à-dire qu'il était quasiment sûr qu'il aurait été condamné à la prison à vie et finalement il s'en tire avec quelques mois de prison. C'est un scandale absolument gigantesque. Les enquêteurs du FBI sont furieux, ils sont vraiment abasourdis, ils comprennent pas ce qui se passe. Les collègues d'Acosta, pareil, d'ailleurs aujourd'hui encore, certains disent qu'ils
ils veulent poursuivre cette affaire, et Acosta est lui-même poursuivi. Enfin bref, tout le monde est sidéré par ce deal complètement hors norme que Epstein a obtenu grâce à ses avocats qui sont une armée, qui ont même enquêté, figurez-vous, sur la vie privée des policiers qui enquêtaient sur cette affaire pour essayer de les coincer, qui ont enquêté aussi, ces détectives privés payés par Epstein ont enquêté aussi sur les magistrats qui étaient dans l'affaire. Donc finalement, ce deal est passé et les victimes restent victimes et n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et semble-t-il, les proportions donc de ce réseau pédocriminel sont extrêmement importantes, puisque le majordome de Palm Beach de 1991 à 2002 indique avoir vu passer entre 50 et 100 jeunes femmes. Oui, des personnes dont l'âge le plus bas semble être de 14 ans. Donc on est vraiment dans une affaire de pédocriminalité totalement sordide. Et puis probablement aussi, ça commence déjà trafic sexuel de mineurs. C'est-à-dire qu'il les offrait, entre guillemets, à ses amis, ses relations, dans une ampleur dont on n'a pas encore saisi toute la mesure. Et tout le monde le savait. C'est ça, parce que... ses amis, dites-vous, ses relations, donc comme on a évoqué des noms aussi prestigieux que Bill Clinton, Donald Trump, d'autres noms encore, sait-on comment on peut distinguer ceux avec qui il avait des relations d'affaires, ceux avec qui il avait des relations amicales, et puis d'autres? Étant donné qu'il est mort, il y a un certain nombre les poursuites judiciaires contre lui sont éteintes. La seule personne qui peut vraiment dire les choses, qui pourrait témoigner et apporter de l'eau au moulin, en plus de l'énorme dossier qu'on est en train d'éplucher, notamment du côté journaliste, c'est Ghislaine Maxwell, qui aujourd'hui purge une peine de prison qui a été très favorablement aménagée depuis la visite de Todd Blanche, qui est aujourd'hui le numéro 2 du ministère de la Justice aux États-Unis. Il est allé la voir en prison en Floride en juillet 2025. Maintenant, elle est au Texas, dans des conditions plus favorables. Et Todd Blanche, c'est un ancien avocat de Trump. Mais pourquoi est-il allé la voir ? Excellente question. Elle a témoigné en début février devant la Chambre des représentants en faisant valoir son droit au silence, donc du 5e amendement, et son avocat a laissé entendre qu'elle parlerait et elle blanchirait Trump et Clinton de tous méfaits si Donald Trump la graciait. Donc, vous voyez le soupçon qui pèse sur ses épaules, et jamais il n'a jamais exclu cette possibilité, Trump, pour le moment. Il y a quand même un fil rouge dans toute cette histoire, c'est que le procureur Acosta, quand il passe ce deal très favorable à Epstein, donc en 2008, il faut bien voir de qui on parle. C'est un élu républicain, donc qui est très proche de ces milieux-là, et il a la volonté de protéger un certain nombre de gens. C'est manifeste, et c'est apparu, on s'en est rendu compte de façon éclatante plusieurs années plus tard et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on continue à voir effectivement des proches de Donald Trump soutenir, en tout cas essayer de mettre le couvercle sur certains aspects de cette affaire. Donc depuis le début, on a comme ça, dans ce clan Trump, cette volonté d'essayer de circonvenir, oui, voilà, cette affaire. On écoute justement Alex Acosta. En 2019, il se justifie sur sa manière donc d'avoir accueilli et aménagé la peine de Jeffrey Epstein. Thousands of prosecutors around the nation this week are weighing guilty pleas versus trials. These cases, as I said, are hard. They require a prosecutor to ask whether a plea that guarantees jail time and guarantees registration, to ask whether that plea versus going to trial, how do you weigh those two if going to trial is viewed as the roll of a dice? The goal here was straightforward. Put Epstein behind bars, ensured he registered as a sexual offender,
provide victims with the means to seek restitution, and protect the public by putting them on notice that a sexual predator was in their midst. This case, people have said, was unusual. And it was. It was complicated by the fact that this matter started as a state investigation. Un commentaire, Nicolas Barré, à ce que vient d'évoquer. L'argument du procureur Acosta est hallucinant. Ça n'est pas sérieux. Alors il essaye de se défendre. Mais en gros, il nous dit, j'ai préféré qu'il fasse quelques mois de prison plutôt que de prendre le risque d'un procès où il aurait pu se sortir libre. Mais quand on sait les charges qui pesaient contre lui, il était évident qu'il aurait été condamné. Donc l'argument ne tient pas. Et il dit par ailleurs, j'ai préféré qu'il aille en prison un petit moment. Ça protégeait 13 mois. 13 mois. Ça protégeait le public. C'est faux. Il dormait en prison, mais il passait ses journées dehors. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il a continué ses frasques sexuelles pendant cette période, ce qui est quand même hallucinant. Donc le procureur Acosta aujourd'hui essaye de se défendre, mais avec des arguments qui sont des mensonges, des purs mensonges. Oui, Ce qui jette quand même un discrédit sur la justice américaine, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle, Marie-Cécile Nave. Oui, sur cet homme en particulier, sur le fonctionnement de la justice locale, c'est certain, mais bon, c'est une époque où, encore une fois, les violences sexuelles, et en particulier les violences sexuelles sur les mineurs, n'étaient pas forcément prises véritablement au sérieux. Et puis, bon, il dit, je recommencerai plus, c'est vrai, j'ai dérapé, mais je recommencerai plus. Donc, ils sont basés aussi sur cette promesse. Mais ça, déjà, c'est scandaleux, mais ce qui est autant scandaleux, voire plus, c'est que cette affaire n'a pas été masquée. C'est-à-dire que la presse en a fait largement état. Le Miami Herald, par exemple, a fait une enquête très très sérieuse et très approfondie là-dessus. Ça a été repris par d'autres organes de presse. Eh bien, les relations d'Epstein ont continué à entretenir des liens avec lui, des liens financiers, des liens amicaux. C'est comme si finalement l'argent et l'entre-gens excusaient tout, pardonnaient tout. Donc ça aussi, c'est quand même un sujet. En 2009, Jeffrey Epstein sort de ses quelques mois de prison et hormis son inscription à vie sur la liste des délinquants sexuels de New York, les conséquences semblent dérisoires. Comment dans les années 2010, l'affaire va-t-elle être réactivée par des révélations médiatiques ? Quel est le rôle des journalistes dans cette chute au retentissement mondial ? C'est ce qu'on va voir dans un 4e et dernier épisode. Après son court passage en prison, Jeffrey Epstein semble avoir repris le cours de sa vie en toute impunité. Mais en 2010, le scandale impliquant le prince Andrew commence à faire surface. Puis, à partir de 2015, de nouvelles accusations émergent. En 2018, une enquête du Miami Herald relance l'affaire avec fracas. La justice américaine est forcée de se ressaisir du dossier. Le 6 juillet 2019, Epstein est à nouveau arrêté. Qu'est-ce qui le fait arrêter cette fois-ci, Nicolas Barré? Ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est effectivement cette enquête du Miami Herald. Là, on ne peut plus ne rien faire, on ne peut plus fermer les yeux. Tout le monde savait beaucoup de choses sur Epstein. On savait très bien que tous ces crimes sexuels, enfin en tout cas on en entendait parler. Et puis dans la haute société new-yorkaise, on était parfaitement au courant de tout ça. Mais là, quand le Miami Herald sort des preuves, des témoignages vraiment accablants, là, la justice redémarre. Et puis peut-être qu'on peut se dire quelque part que la justice américaine a essayé aussi de se racheter, parce qu'elle a vraiment lamentablement échoué quelques années plus tôt. Et là, ils décident vraiment de mettre le paquet. Marie-Cécile Nave. Et puis on est après MeToo et ça joue aussi dans le contexte. C'est la suite de l'affaire Weinstein et donc voilà, on est dans la continuité de ça. C'est un contexte très important qui a sans doute aussi alimenté l'intérêt de la presse pour le cas Epstein qui n'aurait peut-être pas suscité autant d'attention s'il n'y avait pas eu 2017. Avec un nom qui probablement relance le dossier de manière directe et indirecte, ce sont les révélations sur le prince Andrew. Oui, c'est exact. Parce que donc ça intervient en décembre 2010. On sait que le prince Andrew est
bon, largement impliqué dans ce dossier. Oui, c'est étayé, c'est documenté. Il y a des photos qui circulent où il pose avec justement une des adolescentes qui va ensuite raconter les choses et témoigner. Donc ça amène de l'eau au moulin des preuves on tire un fil aussi, on se dit tiens, il y a aussi les ramifications internationales. Quel est cet homme, qui sont ces hommes? Est-ce qu'il y a un réseau international de trafic de mineurs, de trafic sexuel de mineurs? Bon, parfois il y a un peu aussi un côté attrait pour le sensationnalisme, mais c'est quand même étayé, c'est quand même documenté. Donc évidemment, quand ça touche la monarchie britannique, ça attire une autre presse. Nicolas Barré. Prince Andrew que Epstein rencontre grâce à Ghislaine Maxwell, puisqu'elle est franco-britannique, c'est une amie, c'est une de ses connaissances. Et Epstein, évidemment, est friand de ce genre de contact avec la couronne, avec les puissants, etc. Et donc, Ghislaine Maxwell, qui est vraiment la femme qui a permis à Epstein de changer de dimension sur le plan social, qui l'a fait rentrer dans le grand monde. Il ne connaissait pas ce monde-là, il n'avait pas ces réseaux. Elle lui a fait rencontrer tous ces réseaux, en Europe en particulier. Et donc, c'est grâce à elle qu'il la rencontre. Et évidemment, on voit bien le rôle trouble qu'elle a pu jouer pendant toutes ces années, puisqu'elle était en même temps, en quelque sorte, rabatteuse pour j'allais dire son mari. Ils n'ont jamais été mariés, mais pour Epstein. Et là aussi, Marie-Cécile Nave, on voit la perpétuation, en fait, d'un réseau pédocriminel. Oui, le rôle de Maxwell est majeur, il ne faut pas le minimiser. Un réseau pédocriminel dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants et qu'on n'aura peut-être jamais, puisque l'enquête sur Epstein lui-même est close. Mais au-delà d'un éventuel réseau pédocriminel de trafic de mineurs, de prostitution de mineurs, etc., il y a quand même... cette affaire, elle met au jour des liens amicaux, financiers, d'entraide, une espèce de solidarité des puissants qui nourrit ce qu'on pourrait qualifier de capitalisme de prédation, un entre-soi qui transcende les frontières politiques et géographiques, mais pas sociales, parce que on se soutient. Et même Epstein, a été sollicité pour des conseils pour après MeToo. Quand on est accusé dans des affaires après MeToo, eh bien, il prodiguait des conseils à certains pour s'en sortir. Mais à la fois, Nicolas Barré, vous qui êtes un journaliste économique chevronné, est-ce que vous aviez eu vent de l'existence d'Epstein avant, évidemment, la découverte de ses crimes sexuels ? Non, c'était pas un personnage important dans la finance américaine. Non, c'était quelqu'un qui conseillait quelques grandes fortunes, mais c'était pas quelqu'un qui jouait un rôle important à Wall Street, par exemple. Non, non, absolument pas. On écoute Epstein. Pardon, on le recommence. On écoute le procureur fédéral du district sud de New York le 8 juillet 2019 après l'arrestation de Jeffrey Epstein. Good morning. I'm Jeff Berman, United States Attorney for the Southern District of New York. Today, we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. And while the charged conduct is from a number of years ago, it is still profoundly important to the many alleged victims, now young women. They deserve their day in court. Marie-Cécile Nave. Oui, les mots parlent d'eux-mêmes et il ne faut pas oublier, je crois, derrière le trafic sexuel de mineurs. Enfin, c'est pas des parties fines, comme on l'entend parfois. C'est pas simplement des orgies, etc. Vraiment dans une affaire vraiment sordide de pédocriminalité où il y a des gens qui se sont suicidés, une jeune fille en particulier qui s'est suicidée l'année dernière. Et puis tout ça s'est mêlé étroitement à des délits d'initiés, de l'évasion fiscale, des conflits d'intérêts avec des informations confidentielles diplomatiques qui sont données à Epstein en échange de quoi? Tout ça a besoin d'être démêlé et c'est vertigineux en fait. Et oui, Nicolas Barré, on se rend compte de cela aujourd'hui. Il y a eu des délits d'initiés d'État. On le voit par exemple en Angleterre avec Peter Mandelson.
Oui, exactement. Là, c'est assez saisissant quand même de voir que un ancien ministre, qui était ministre à l'époque, ministre de Gordon Brown, a communiqué à Epstein des notes confidentielles, des informations vraiment d'initiés hein, sur le sauvetage, par exemple, des banques après la crise de 2008. Voilà, là, c'est quelque chose de très concret qui pouvait parfaitement servir aux amis de Wall Street d'Epstein ou à lui-même pour commettre des délits d'initiés. On n'en a pas aujourd'hui la trace formelle, mais enfin, c'est quand même très troublant de voir comment cet homme-là avait réussi à persuader un ministre du gouvernement britannique de lui communiquer de telles informations. Alors, Peter Mandelson, c'est une personnalité un peu à part dans la scène politique britannique, personnage assez excentrique, mais et original, et puis avec des mœurs parfois, voilà, plus que contestables. Mais en tout cas, cette proximité, évidemment, est extraordinairement troublante. Bon, maintenant arrive le soupçon, puisque Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019. Il avait eu, semble-t-il, des traces de blessures au cou auparavant, et on se demande s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre. C'est là où les théories du complot ou la méconnaissance du dossier, je ne sais pas. Alors la justice américaine a tranché, hein, il s'agit d'un suicide. Ensuite, ça n'empêche pas effectivement tout un tas de gens de croire au complot, d'imaginer qu'on l'aurait tué pour qu'il ne révèle pas certains secrets gênants. Je vous dis, l'enquête a conclu qu'il y avait bel et bien eu suicide. Au final, on voit, Marie-Cécile Nave, qu'il y a effectivement une sorte d'affaire exemplaire au pire sens du terme. Oui, c'est une affaire vraiment tentaculaire dont on n'a pas encore démêlé tous les fils, loin de là, hein, puisque le ministère américain de la Justice dévoile en vrac des millions de documents dont beaucoup sont caviardés, c'est-à-dire on voit des traces au feutre noir, avec ce qui occasionne des soupçons de cover-up, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont protégés dans Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi certains documents étaient caviardés. Eh bien, précisément, la loi qui avait été votée fin 2025 pour contraindre le ministère de la Justice à les dévoiler spécifie bien qu'ils ne doivent pas être caviardés, sauf pour protéger les victimes, ce qui n'est absolument pas le cas dans ce qui est dévoilé, ou sauf s'il y a des justifications tout à fait étayées, ce qui n'est pas le cas. Donc, ils contreviennent à la loi, en fait. C'est pour ça que là, ils commencent à donner aux députés, aux représentants, à la Chambre des représentants, les documents non caviardés. Donc, on ne sait pas, c'est fait de manière arbitraire, mais ça a pour but de semer la confusion et peut-être de dédouaner Trump et son entourage aussi en dévoilant tout de manière désordonnée. Quelle conclusion donnez-vous à cette histoire, Nicolas Barré ? Ce qui est fascinant, c'est que jusqu'à la fin, Epstein croit pouvoir s'en sortir et croit qu'il est plus fort que tout le monde. Il demande, par exemple, d'être libéré sous caution. Il propose 100 millions de dollars et il pense vraiment sincèrement que ça va marcher. Et là, le procureur fédéral lui répond, il a cette phrase, « Le tribunal ne peut compter sur l'autodiscipline d'un homme qui a un appétit pour les enfants ». Et là, c'est fini. Il comprend qu'il restera en prison jusqu'à la fin de sa vie et quelques jours après, il se suicide. L'affaire Epstein n'est pas seulement l'histoire d'un criminel, c'est le récit d'un système qui a permis à un prédateur d'opérer en toute impunité pendant plus de 2 décennies. Un système où l'argent et les connexions ont pu acheter le silence, négocier la clémence de la justice et protéger les puissants. Depuis sa mort, l'affaire continue de résonner. Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison en 2022. Des documents continuent d'être déclassifiés, révélant de nouveaux noms, et les victimes, elles, continuent de porter le poids du traumatisme qui ne s'effacera jamais. L'histoire de Jeffrey Epstein nous rappelle que derrière les façades du pouvoir et de la richesse peuvent se cacher les pires abominations. Elle nous interroge aussi sur notre capacité collective à protéger les plus vulnérables face à certains privilégiés et comment combattre le complotisme si on laisse prospérer ce type de complot. Les visages de l'actu ont été produits par Juliette Deveau, réalisés par Louise André, au mixage Marie-Claire Oumabadi, à la coordination Camille Renard, avec la collaboration de Carolina Souza. Avec à la technique Julien Moulet.